Dix 8h45 ce 15 mars 2026 à Paris. Le téléphone venait à peine d'être raccroché dans le bureau présidentiel de l'Élysée qu'Emmanuel Macron sentit le sang quitter son visage. Au bout du fil, à l'instant, Sébastien Lecornu, Premier ministre depuis 18 mois, lui signifiait une démission désormais irrévocable. Quelques minutes auront suffi pour précipiter le président de la République française dans la crise la plus aiguë de son second mandat. Ce que Macron ne soupçonnait pas encore, c'est qu'au fil des 24 heures à venir, sa dépendance envers Lecornu allait éclater au grand jour et qu'une simple passation de pouvoir se murait en une véritable capitulation. Arpentant son bureau, le président murmurait « Sébastien ne peut pas me faire ça ». Jusqu'au dernier moment, il s'était accroché à l'idée que cette démission relevait de la manœuvre d'un levier pour arracher de meilleures conditions. Pourtant, au téléphone, le ton de Lecornu n'avait laissé planer aucune ambiguïté. Le rideau tombait. Dans les rédactions, l'information commençait déjà à percer. C'est BFM TV qui dégaina la première en flash spécial. Sébastien Lecornu présente sa démission à Emmanuel Macron. En l'espace de quelques minutes, la nouvelle se propageait d'une salle de rédaction à l'autre, ébranlant tout le paysage politique français. À l'Élysée, c'était la débâcle. En urgence, Alexis Kohler, secrétaire général de la présidence, faisait convoquer une cellule de crise. Devant une dizaine de conseillers réunis dans le salon doré, il livrait son diagnostic. Nous avons peut-être 48 heures avant que la situation ne devienne ingérable. Dix, 9h30. Au Havre, Édouard Philippe décroche, à l'autre bout du fil, la voix de Macron tendue. « Édouard, j'ai besoin de vous. La France a besoin de vous. » Mais avant même cette supplication présidentielle, retour en arrière de quelques minutes. Car oui, pendant que la France digère encore l'onde de choc Lecornu, Macron, lui, n'a pas perdu une seconde. Téléphone collé à l'oreille, il enchaîne déjà les appels depuis son bureau. Un remplaçant, vite. Mais voilà, le casting s'annonce nettement plus compliqué que prévu. « Appelez-moi Édouard Philippe », lance-t-il à son secrétariat. Logique sur le papier, l'ancien Premier ministre devenu maire du Havre coche toutes les cases. Expérimenté, respecté, capable de rassembler bien au-delà de la majorité présidentielle. Le candidat naturel, quoi. Sauf que Philippe lui a déjà tout compris. Emmanuel, j'ai appris pour Sébastien, c'est regrettable. Macron insiste, supplie presque. Mais la réponse tombe sèche sans appel. Monsieur le Président, ma place, c'est au Havre. Je vous souhaite de trouver la bonne personne, mais ce ne sera pas moi. Premier refus, premier vent, et croyez-moi, ça ne fait que commencer. Macron encaisse maille, il rebondit immédiatement. Bruno Le Maire. Évidemment, le ministre de l'économie, lui, il a toute l'expérience, la crédibilité internationale, la stature. 20h, le maire est à Bruxelles en plein conseil des ministres européens. Macron l'appelle directement sur son portable. Bruno, rentrez immédiatement, j'ai une proposition à vous faire. Et la deuxième douche froide. Emmanuel, je vous suis loyal, mais Matignon n'est pas pour moi. Je préfère rester à Bercy. Oh, si ça n'est deux noms, deux refus, et la soirée ne fait que commencer. Bon, les amis, accrochez-vous parce que là, à l'Élysée, l'ambiance vire carrément au cauchemar. Imaginez la scène, les conseillers se regardent livides, et l'un d'eux lâche cette phrase qui résume tout. Si même nos plus proches collaborateurs refusent, qui va accepter? Voilà, on en est là. Ceux qui sont censés être les soldats les plus fidèles de Macron sont en train de fuir le navire. 20h30, le président change de stratégie. Nouveau plan appelé Gérald Darmanin. Et là, sur le papier, c'est presque logique, le ministre de l'Intérieur. Tout le monde le sait, ça fait des années qu'il lorgne Matignon. Le poste, il en rêve. Donc forcément, il va dire oui, non. Sauf que Darmanin, à ce moment précis, il est à Lille en pleine réunion préfectorale. Le téléphone sonne, c'est l'Élysée. Et écoutez bien sa réponse parce qu'elle est magnifique de prudence. « Monsieur le Président, c'est un honneur, mais permettez-moi 24 heures de réflexion. C'est une décision qui engage toute une vie. » Traduction pour ceux du fond. Je ne dis pas non, mais je ne dis pas oui non plus. Et surtout, je veux voir comment ça sent dehors avant de m'engager. Ce n'est pas un refus, mais ce n'est clairement pas le grand « oui » enthousiaste que Macron espérait. Et le président dans son bureau, il le sent, sa position s'effrite heure après heure. Pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe dans les médias? Les chaînes info ont sorti l'artillerie lourde. Programmes spéciaux non-stop. Les bandeaux défilent. Emmanuel Macron face au défi de sa vie politique. Qui pour remplacer l'irremplaçable Lecornu? Bref, le pays entier regarde l'Élysée galérer en direct. Et Macron, lui, dans son bureau, il fait quoi?
Il fait ce que ferait n'importe qui en panique, il scrolle frénétiquement son répertoire. Elisabeth Borne, trop marquée par les échecs du passé, impossible. Gabriel Attal, trop jeune, pas assez d'expérience, ça ne tiendra pas. Marlène Schiappa, dans ce contexte, on oublie, c'est inenvisageable. Et là, la vraie question commence à flotter dans l'air. Est-ce qu'il reste vraiment quelqu'un sur cette liste? 21h30. L'Élysée est plongé dans une tension qu'on n'avait plus connue depuis longtemps. Macron décroche son téléphone une nouvelle fois. Au bout du fil, François Bayrou. Oui, le François Bayrou. Le patron du MoDem, l'allié fidèle depuis 2017, l'homme qui préside le Haut Commissariat au Plan. Sur le papier, le candidat parfait, la stature, l'expérience, la loyauté. François, j'ai besoin de vous. Et là, accrochez-vous parce que la réponse, elle est savoureuse. Emmanuel, vous savez que je vous suis dévoué, mais à 75 ans, Matignon, ce serait une épreuve. Et puis franchement, mes électeurs de Pau ne comprendraient pas. Boum. Troisième refus de la soirée. 3. En quelques heures. À ce stade, mes amis, la situation bascule du critique au catastrophique. Il est presque 22 heures et le président de la République n'a toujours pas de successeur pour le cornu. Imaginez la scène, les conseillers qui s'agitent, les téléphones qui chauffent. Et au milieu de tout ça, Alexis Kohler qui glisse cette phrase qui change tout. « Monsieur le Président, il faut peut-être envisager un profil différent. Quelqu'un de moins politique, un technocrate, un haut fonctionnaire. » Changement total de stratégie. 22h15, Macron compose un nouveau numéro. Cette fois, direction Pradis dans les Pyrénées-Orientales. Au bout du fil, Jean Castex. L'ancien premier ministre devenu maire de sa petite ville, l'homme qui connaît déjà la maison Matignon par cœur. Jean, la République a besoin de votre expérience. La réponse, elle est cinglante. Emmanuel, j'ai déjà donné à Matignon. C'est un sacrifice personnel énorme. Ma famille a payé le prix. Je ne referai pas cette expérience. Et voilà. Quatrième refus, quatrième, en une seule soirée. 23 heures approchent. À l'Élysée, c'est la panique totale dans les couloirs. Les conseillers se regardent livides. Et si personne n'acceptait, murmure l'un d'eux, la voix tremblante. Macron lui refuse d'abandonner. Dans un geste désespéré, il décroche son téléphone et compose un dernier numéro, celui de Michel Barnier. L'ancien négociateur du Brexit respecté à droite incarnerait parfaitement l'ouverture dont la France a besoin. Michel, la France traverse une crise sans précédent. Votre expérience européenne serait précieuse. La réponse tombe polie mais ferme. Monsieur le Président, je suis honoré de votre confiance. Mais à mon âge, relever un tel défi serait trop lourd. Et puis soyons honnêtes, les Républicains ne le comprendraient jamais. Cinquième refus de la soirée. Il est presque 23 heures et le président de la République n'a toujours pas de premier ministre. Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, c'est l'incendie. Macron en panique, trône en tête des tendances Twitter. Les oppositions, elles ne laissent pas passer une telle aubaine pour pointer du doigt l'impréparation présidentielle. Marine Le Pen dégaine la première. Macron découvre qu'il est seul. Personne ne veut porter sa politique d'échec. Jean-Luc Mélenchon enchaîne cinglant. Le roi nu cherche désespérément des courtisans, mais qui voudraient hériter d'un bilan aussi catastrophique. 23h30. Effondré dans son fauteuil au fond de son bureau, Macron se tournait vers Alexis avec une question qui résonnait comme un aveu. Comment sommes-nous arrivés là? Et il poursuivait la voix lourde. Sébastien était notre pilier, notre seul repère. Sans lui, nous n'avons plus personne. Toute l'ampleur du problème tenait dans cette confession. Car en 18 mois, le cornu était devenu tout simplement indispensable. C'est lui qui gérait les crises, lui qui négociait avec les parlementaires, lui qui portait les dossiers les plus difficiles. Son départ, un vide abyssal. Minuit sonnait et Macron tentait une ultime approche cette fois auprès de Catherine Vautrin, ministre déléguée au territoire. Catherine, vous avez l'expérience locale et nationale. La réponse polie mais ferme ne tardait pas. Monsieur le Président, je suis touché par votre confiance, mais je ne me sens pas prête pour Matignon. C'est trop lourd pour moi. 6e refus. Et la nuit s'annonçait longue. 0h30. Épuisé, le président se résignait enfin à prendre quelques heures de repos. Nous reprendrons demain matin. Il faut bien que quelqu'un accepte. Pourtant, le sommeil ne venait pas. Cette nuit-là, il l'a passé entièrement à repenser aux derniers mois passés avec le cornu, à tous les défis qu'ils avaient relevés ensemble, à cette complicité qui peu à peu s'était installée entre eux.
6 heures du matin. Cela fait déjà 1 heure que Macron est debout plongé dans les journaux. Et là, devinez quoi? Tous, absolument tous, font leur une sur la crise. Macron cherche désespérément un premier ministre. L'Élysée vacille. Pendant ce temps, un conseiller débarque le visage grave. Monsieur le Président, les marchés paniquent. L'euro s'effondre face au dollar. Il faut stabiliser la situation et vite. 7h30. Macron reprend le téléphone, mais cette fois, il élargit le champ. Il appelle des profils beaucoup moins évidents, Stéphane Travert, l'ancienne ministre de l'Agriculture, Jacqueline Gouraud-Roux, ex-ministre de la Cohésion des Territoires, et même, tenez-vous bien, Marlène Schiappa, malgré toutes les réticences. Le résultat, tous refusent. Poliment, fermement, mais ils refusent. La crise est trop profonde, l'instabilité trop visible, les sondages présidentiels trop bas. Même les plus ambitieux reculent. 8 heures. Et c'est là que Macron réalise l'impensable: personne ne veut succéder à Sébastien Lecornu. Personne. Un conseiller ose alors une suggestion presque à voix basse. Monsieur le Président, et si on rappelait Sébastien, peut-être qu'il accepterait de reconsidérer sa décision. Silence glacial dans la pièce. Parce que rappeler Lecornu après 12 heures de recherche infructueuse, ça veut dire une seule chose: avouer l'échec total. Reconnaître publiquement qu'il est totalement dépendant de son Premier ministre. 8h30, l'orgueil présidentiel finit par plier devant la réalité politique et Macron murmure presque à contre-cœur: « Appelez Sébastien ». Imaginez la scène une seconde. Il est tôt le matin et dans le bureau présidentiel, l'atmosphère est électrique. Alexis Kohler, le bras droit du président, hésite. Visiblement mal à l'aise, il finit par lâcher: « Monsieur le Président, êtes-vous vraiment certain? Vous savez que ça finira par fuiter. » La réponse de Macron tombe glaciale, tranchante comme une lame: « Appelez-le. » Et voilà comment, en quelques secondes, le téléphone sonne à l'autre bout. « Bonjour Emmanuel. » Le ton est posé, presque détaché. « Sébastien, il faut qu'on parle. Cette démission, on peut sûrement trouver un terrain d'entente. Mais Lecornu, lui, ne bouge pas d'1 millimètre. Emmanuel, ma décision est prise. Je vous ai exposé mes raisons hier soir. » Et c'est là que tout bascule, mes amis. Écoutez bien ce qui suit. Mais Sébastien, la France a besoin de vous. Moi, j'ai besoin de vous. Ces dernières heures m'ont fait réaliser à quel point vous étiez indispensable. Vous avez bien entendu, pour la toute première fois depuis le début de son mandat, Emmanuel Macron. Oui, ce Macron était en train de supplier l'un de ses propres collaborateurs. Du jamais vu. 9 heures. La conversation s'éternise. Macron enchaîne les arguments comme un avocat acculé: l'intérêt national, la stabilité des institutions, l'urgence des dossiers en cours. Tout y passe. Et Lecornu, calme, méthodique, répond: « Emmanuel, vous me demandez de revenir sur une décision mûrement réfléchie. Il me faudrait des garanties, des changements substantiels dans notre façon de travailler ensemble. » Là, attention, c'est une micro-ouverture. Minime, oui, mais bien réelle. 9h45, Macron s'engouffre dans la brèche. Quelle garantie, Sébastien? Dites-moi ce qu'il faut changer et on le change. Et là, je vous le dis franchement, on assiste à une capitulation totale. Le président de la République française est en train de négocier sa propre survie politique avec son Premier ministre démissionnaire. Vous vous rendez compte du moment historique? Lecornu, lui, ne perd pas une seconde. Il pose ses conditions une par une: plus d'autonomie dans la composition de son gouvernement, un droit de veto sur certaines décisions présidentielles et la garantie de ne jamais être désavoué publiquement. La réponse de Macron immédiate. Sans hésitation. Accordé. Tout ce que vous voudrez. Sébastien, revenez à Matignon. 10h30. Et finalement, Lecornu lâche du lest un tout petit peu. Je vais y réfléchir. Laissez-moi quelques heures. Mais cette réponse, mes amis, cette simple phrase, c'est déjà une victoire pour Macron. Après 13 heures d'une panique absolue, il aperçoit enfin une lueur. Une sortie de crise. 13h30, le mot tombe enfin. Très bien. D'un seul souffle, Sébastien Lecornu vient de retirer sa démission. Moins de 24 heures après avoir claqué la porte, le voilà de nouveau Premier ministre. Mais pour comprendre ce retournement spectaculaire, il faut remonter de quelques heures. À l'Élysée, ce matin-là, le soulagement se lit sur tous les visages. Dans les couloirs feutrés du palais, les conseillers se passent le mot à voix basse. « Sébastien va accepter », murmure-t-on. « Il ne peut pas laisser tomber le président comme ça. » Et pourtant, l'attente s'éternise.
Le cornu, lui, se fait désirer. Et il sait exactement ce qu'il fait chaque minute qui passe, renforce sa position. Nouveau coup de fil de Macron. La voix se veut chaleureuse. Sébastien, avez-vous pris votre décision? Réponse glaciale calculée. J'y réfléchis encore, Emmanuel. C'est une décision importante. 12h30, les rédactions commencent à flairer quelque chose. Sur BFM TV, le bandeau s'allume. Source concordante à l'Élysée, des négociations seraient en cours. Un possible retour de l'écornu. Le pays retient son souffle. Troisième appel de la journée. Cette fois, le président ne cache plus son inquiétude. Sébastien, les marchés sont nerveux. L'opposition attaque. Il faut que vous reveniez. Mais en face, le cornu pose ses cartes sur la table. Emmanuel, si je reviens, ce sera à mes conditions. Plus jamais de désaveu public, plus jamais de décision prise sans me consulter. Macron capitule. C'est entendu, Sébastien, vous aurez toute ma confiance. Et c'est ainsi qu'à 13h30, le cornu finit par lâcher. Très bien, je retire ma démission. Mais n'oubliez pas nos accords. L'annonce provoque un véritable séisme dans le paysage politique français. Et là, mes amis, c'est le coup de théâtre que personne n'avait vu venir. Un communiqué tombe depuis l'Élysée, et je vous le lis mot pour mot. Monsieur Sébastien Lecornu retire sa démission et reprend ses fonctions de Premier ministre de la République française. Vous avez bien entendu, il retire sa démission. La bombe vient d'exploser en plein cœur de Paris. Et sur les réseaux sociaux, c'est l'incendie généralisé. L'opposition se déchaîne et le verdict tombe sans appel. Macron a capitulé. 24 heures pour comprendre qu'il est nu sans Lecornu. Cinglant, implacable. 14h30, l'Élysée improvise une conférence de presse. Improvise, le mot est important. Et là, on découvre un Emmanuel Macron méconnaissable. Visiblement marqué, la voix qui flanche l'homme tente de sauver les meubles. Les circonstances ont évolué, lâche-t-il. Monsieur Lecornu a accepté de poursuivre sa mission dans l'intérêt supérieur de la nation. Mais en face, les journalistes ne lâchent rien. Les questions fusent brutales, chirurgicales. Monsieur le Président, n'avez-vous pas été humilié par votre Premier ministre? Comment expliquez-vous qu'aucune personnalité politique n'ait accepté de remplacer Monsieur Lecornu? Et la réponse du Président, cette petite phrase qui restera dans les annales. La politique, c'est l'art du possible. Nous avons trouvé la meilleure solution pour la France. L'art du possible ou l'aveu d'impuissance du Chadi. 15h30, les caméras s'agglutinaient déjà devant Matignon. Et c'est là que Sébastien Lecornu est apparu souriant, détendu, saluant les journalistes sans lâcher un seul mot. Croyez-moi, ce silence-là valait 1000 discours. Il venait à cet instant précis de prouver une chose qu'il était absolument indispensable. Mais rembobinons un peu, parce qu'avant cette scène dans les couloirs de l'Assemblée nationale, c'était la sidération totale. Les députés n'en revenaient tout simplement pas. Macron vient de montrer sa faiblesse absolue, lâchait un élu de l'opposition. Et il ajoutait cinglant, il est devenu l'otage de son Premier ministre. Possible, l'otage, le mot est lâché. Retour à Matignon dans le bureau du Premier ministre. Lecornu y recevait les félicitations de ses collaborateurs. Et l'un d'eux, mi-sérieux, mi-amusé, lui glissait « Monsieur le Premier ministre, vous venez de donner une leçon de pouvoir au président de la République. Une leçon de pouvoir au président. Vous mesurez. » 6h30. Premier conseil des ministres post-crise. Et là, l'atmosphère électrique. Emmanuel Macron, face à ses ministres, tentait de faire comme si de rien n'était. Comme si ce séisme n'avait jamais eu lieu. Mais tout le monde dans cette pièce savait. Tout le monde avait compris. L'équilibre du pouvoir venait de basculer. Lecornu, désormais, n'était plus seulement Premier ministre, il était devenu l'homme indispensable, celui sans qui plus rien ne fonctionne. Et c'est à ce moment précis que les premiers couperets politiques sont tombés. Un éditorialiste du Figaro n'a pas mâché ces mots « Macron vient de perdre toute autorité ». En 24 heures, il a démontré qu'il était incapable de gouverner sans Lecornu. Une phrase assassine publiée noir sur blanc dans l'un des journaux les plus influents du pays. Mais le pire restait à venir. Du côté de l'opposition, on s'est jeté sur cette faiblesse comme des vautours sur une proie blessée. 17h30. Marine Le Pen dégaine la première. Macron est fini, lâche-t-elle glaciale. Il vient de prouver qu'il était un président fantoche manipulé par son premier ministre. Un mot terrible, ce mot de fantoche. Un mot qui marque un mot qui colle à la peau.
Et Jean-Luc Mélenchon, fidèle à lui-même, en remet une couche. Cette crise révèle la vraie nature du macronisme, un homme seul, sans réseau, dépendant totalement de son entourage. Là, mes amis, ce n'est plus une attaque politique, c'est une autopsie en direct. Dix 8 heures. Le verdict des Français tombe sous forme de sondage express. Et le résultat est sans appel, la cote de confiance d'Emmanuel Macron s'effondre de 8 points en une seule journée. 8 points. Et le plus paradoxal dans tout ça, celle de Lecornu, elle progresse. Vous avez bien entendu, le sauveur, c'est désormais lui. 8 heures 30 bureau de l'Élysée. Rideau tiré atmosphère pesante. Macron réunit son cercle le plus restreint pour faire le bilan de cette journée catastrophique. Alexis Kohler, son fidèle bras droit, tente désespérément de positiver. Nous avons évité le pire. Sébastien est revenu. Le gouvernement est stable. Éviter le pire, vraiment, quand on regarde les chiffres, quand on lit la presse, quand on écoute l'opposition, on se demande si Kohler parle bien de la même journée. Et là, mes amis, accrochez-vous bien parce que la réponse de Macron, elle est juste dévastatrice. Le ton amer, presque cassé, il lâche à Alexis. Tu sais quoi, pendant 24 heures, vous vous rendez compte, j'ai supplié. J'ai supplié tous mes anciens ministres de venir m'aider. Et tous, sans exception, ils m'ont dit non. Et après ça, il a fallu que j'aille implorer Sébastien de revenir. Voilà. C'est l'humiliation la plus cuisante de toute ma carrière politique. Pause. Laissez-moi vous dire quelque chose. Quand un président de la République prononce ces mots-là, c'est qu'on est en train d'assister à quelque chose d'historique. Et les répercussions de cette crise, elles ne tardent pas à se manifester. Lecornu désormais en position de force, et quelle force, mes amis, décide de réorganiser complètement la machine gouvernementale. Devant ses collaborateurs, il pose les nouvelles règles froidement, calmement. À partir de maintenant, écoutez-moi bien, toutes les décisions importantes passeront par Matignon, toutes. Et l'Élysée. L'Élysée devra nous consulter avant la moindre annonce d'envergure. Vous saisissez la portée de ce qu'ils viennent de dire, c'est une révolution. Une révolution silencieuse, oui, mais une révolution quand même. Le Premier ministre vient, ni plus ni moins, de prendre le contrôle effectif du gouvernement. 9h30. Et c'est là qu'Emmanuel Macron va découvrir avec toute l'amertume du monde ce que signifient concrètement ces nouvelles règles. Son téléphone sonne, c'est Lecornu, et le ton est sans appel. Emmanuel, j'ai cru comprendre que vous comptiez annoncer la réforme des retraites demain. Il va falloir qu'on en discute, vous et moi, avant. Voilà. Le président de la République, le chef de l'État, doit désormais, tenez-vous bien, demander l'autorisation à son propre Premier ministre. Pendant ce temps, dans les salles de rédaction parisiennes, les plumes s'agitaient frénétiquement. Les journalistes, eux, n'en revenaient pas de ce qu'ils étaient en train de couvrir. Et l'un d'eux, spécialiste reconnu des institutions, lâchait cette phrase qui allait faire le tour de Paris. Ce que Lecornu vient de faire, mes amis, c'est ni plus ni moins qu'un coup d'État constitutionnel. 20h30, l'horloge tournait et avec elle, l'humiliation présidentielle atteignait son paroxysme. Rendez-vous compte, en seulement 24 heures, Emmanuel Macron, oui le même Macron qui se voyait encore en Jupiter quelques mois plus tôt, venait de basculer. Du président tout-puissant à l'otage politique de son propre Premier ministre, 24 heures, c'est tout ce qu'il aura fallu. Ce soir-là, quand Macron s'est couché, je vous laisse imaginer ce qui lui passait par la tête. Il prenait enfin la mesure du désastre. Lui qui voulait se débarrasser de Lecornu, eh bien c'est Lecornu qui au final avait pris les commandes. Le retournement parfait, le piège refermé. Et croyez-moi, ces 24 heures-là, elles vont rester gravées dans les livres d'histoire. Le moment précis où un président de la République française a perdu tout pouvoir réel. Forcé, contraint, réduit à supplier son propre Premier ministre de bien vouloir, s'il vous plaît, monsieur gouverner avec lui. Avance rapide 3 mois plus tard. La crise, toujours là, toujours présente dans la vie politique française. Macron, lui, n'a jamais retrouvé l'autorité qu'il avait perdue ce soir-là. Pendant ce temps, Sébastien Lecornu gouvernait en maître absolu, tirait toutes les ficelles, prenait toutes les décisions qui comptent. Et comme le résumait cruellement un député dans les couloirs de l'Assemblée, c'est Lecornu qui préside et Macron qui suit. Voilà, tout était dit. Vous voulez voir à quoi ressemble un président fantôme? Regardez Macron 6 mois plus tard lors d'un sommet européen. Là, devant les caméras du monde entier, sa faiblesse crevait l'écran. Tout le monde l'avait remarqué. Tout le monde en parlait dans les couloirs. Et un dirigeant européen, je vous le donne en 1000, lâche cette phrase assassine à un confident.
Macron ne décide plus rien. C'est son Premier ministre qu'il faut convaincre. Vous mesurez la portée de ces mots. On parle du président de la République française, on parle du chef de l'État. Et voilà qu'à l'étranger, on le considère déjà comme une coquille vide. Parce qu'il faut bien le dire, ces 24 heures d'humiliation avaient laissé des cicatrices indélébiles. Emmanuel Macron durablement affaibli. Sébastien Lecornu propulsé homme fort du régime. Et le système politique français mis à nu, ses failles exposées en pleine lumière devant la France entière. Cette crise, mes amis, restera dans les livres d'histoire, l'une des plus significatives de la Ve République. Le moment précis, notez-le bien, où un président découvre qu'il n'est rien sans son Premier ministre. Et où un Premier ministre comprend qu'il peut tout obtenir, absolument tout, à condition de savoir dire non au bon moment. Une capitulation présidentielle en 24 heures chrono. Une histoire vraie. Une histoire qui s'est vraiment passée sous nos yeux. Et 1 an après cet épisode traumatisant, Emmanuel Macron n'en était toujours pas remis. Ces 24 heures m'ont appris que je n'étais rien sans Sébastien. C'est la leçon la plus dure de ma vie politique. Voilà ce qu'Emmanuel Macron confiait dans l'intimité à ses proches, une phrase qui à elle seule révélait toute l'ampleur du traumatisme présidentiel. Réfléchissez un instant, cet homme qui avait conquis l'Élysée à seulement 39 ans, ce même homme qui avait défié tous les codes politiques établis, découvrait soudainement sa fragilité absolue. Emmanuel a vieilli de 10 ans en une nuit, observait l'un de ses proches. Et il ajoutait « Cette crise l'a cassé psychologiquement. Il ne s'est jamais remis de cette démonstration de faiblesse. » Et les faits le confirmaient. Car après cette crise, le comportement présidentiel n'était plus le même. Macron, autrefois impulsif, autrefois autoritaire, consultait désormais systématiquement Lecornu avant chaque décision importante. Il a peur de le contrarier, témoignait un ministre. Emmanuel redoute qu'une nouvelle crise éclate. Il marche sur des œufs avec Sébastien. Une nouvelle dynamique venait de naître. Et cette dynamique, mes amis, bouleversait tout simplement le fonctionnement traditionnel de la Ve République. Lecornu gouverne, Macron accompagne. Cette formule cruelle, lâchée par un député de l'opposition, circulait désormais dans tous les couloirs politiques. Et elle disait tout. Le Premier ministre n'était plus dans l'ombre du président, il était devenu son égal, voire son supérieur. Mais cette crise ne s'arrêtait pas aux frontières françaises. 6 mois plus tard, lors du sommet du G7 en Italie, les autres dirigeants mondiaux avaient eux aussi remarqué quelque chose. Un changement, une faiblesse. Emmanuel semble diminuer, confiait Joe Biden à ses conseillers. Il consulte constamment son téléphone, probablement pour avoir l'avis de son Premier ministre sur chaque sujet. Même Angela Merkel, pourtant connue pour sa discrétion, n'avait pu s'empêcher de le constater. Macron n'est plus le même homme. Cette crise française l'a profondément marqué. Les conséquences internationales étaient donc significatives, car ces observations venues de l'étranger révélaient une vérité brutale. L'humiliation présidentielle avait dépassé les frontières françaises. Sur la scène internationale, l'image de la France se dégradait jour après jour. Lorsqu'un chef d'État se retrouve sous la coupe de son Premier ministre, c'est le pays tout entier qui voit son rayonnement s'effondrer. Voilà le constat amer que dressait un diplomate européen. Mais regardons maintenant de l'autre côté du miroir. Du côté de Sébastien Lecornu, cette tempête politique avait mis en lumière quelque chose de fascinant, un tacticien d'une efficacité redoutable. 24 heures. C'est tout ce qu'il lui aura fallu pour renverser totalement le rapport de force face à l'Élysée. 24 heures pour transformer un Premier ministre fragilisé en véritable maître du jeu. Sébastien a joué une partie d'échecs magistrale, confiait avec admiration un ancien locataire de Matignon. Il a su faire passer un message limpide à Macron, sans lui rien n'est possible. Et désormais, il gouverne avec une autorité que bien peu de ses prédécesseurs ont connue. Cette nouvelle autorité, elle ne se contentait pas de mots, elle se traduisait très concrètement dans le fonctionnement quotidien du gouvernement. Tous les dossiers sensibles, sans exception, transitaient maintenant par Matignon. Quant à l'Élysée réduit au rang de simple chambre d'enregistrement. Un conseiller de Lecornu résumait la situation avec une franchise désarmante. Les arbitrages, nous les préparons à Matignon. Ensuite seulement, nous les transmettons à l'Élysée pour validation. Mais soyons honnêtes, cette validation présidentielle, ce n'est plus qu'une simple formalité.
Et là, mes amis, accrochez-vous bien parce que ce qui se passe sous nos yeux, c'est tout simplement du jamais vu dans la Ve République. Imaginez un peu la scène, le premier ministre qui mène la danse et le président... le président y suit. Oui, vous avez bien entendu, il suit. Dominique Rousseau, le constitutionnaliste, un monsieur qui connaît la Constitution par cœur, que n'est pas n'importe qui, tire la sonnette d'alarme. Nous assistons à une dérive du régime. Le Premier ministre devient de facto le chef de l'exécutif. De facto, ça veut dire dans les faits, pour ceux qui suivent au fond de la classe. Et dans les faits, justement, c'est exactement ce qui se passe. Mais le truc, c'est que le Cornu, lui, ça l'arrange bien, cette petite configuration. Pourquoi ? Parce qu'avec sa nouvelle légitimité toute fraîche, il peut imposer sa vision politique sans que Macron vienne lui mettre des bâtons dans les roues. Un politologue résume la situation d'une phrase qui claque. Sébastien a compris que Macron était faible. Il en profite pour gouverner comme il l'entend avec une liberté totale. Une liberté totale, mes amis. Politique, économique, sociale, internationale, les cornus décident. Macron exécute. On a complètement inversé les rôles. Le pantin et le marionnettiste, devinez qui tient les ficelles maintenant. Et le meilleur exemple, celui qui m'a fait tomber de ma chaise, je vous le jure, c'est la réforme des retraites de septembre 2026. Macron voulait reporter l'âge à 65 ans. Le Cornu lui préférait 64. Et devinez quelle version a été adoptée sans débat, sans discussion, rien. La version Le Cornu. 64 ans. Point. Un journaliste raconte la scène et franchement, c'est presque comique. Le président a proposé 65 ans le matin et l'après-midi, il annonçait 64 ans. Entre-temps, le Cornu lui avait fait changer d'avis. Entre le café du matin et le déjeuner, le chef de l'État avait changé de pied. Tout ça parce que son premier ministre lui avait soufflé dans l'oreille. Et franchement, cette petite anecdote en disait long sur ce qui se passait vraiment au sommet de l'État. La nouvelle hiérarchie gouvernementale était là devant nos yeux. C'était le Cornu qui imposait et Macron qui s'adaptait. Voilà, tout simplement. L'opposition politique, vous vous en doutez, n'allait pas laisser passer une faiblesse présidentielle aussi flagrante. Marine Le Pen multipliait les attaques, elle ne lâchait rien. Macron n'est plus qu'un président fantoche manipulé par son premier ministre. Et Jean-Luc Mélenchon en rajoutait une couche. Nous avons un régime à deux têtes, mais une seule qui pense, celle de Le Cornu. Cinglantes ces attaques. Mais surtout, elles touchaient juste. Parce que oui, l'autorité présidentielle traditionnelle de la Ve République Macron n'arrivait tout simplement plus à l'incarner. Un chroniqueur ironisait même « Emmanuel souffre de ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm politique. Il est devenu dépendant de celui qui l'humilie. » Et cette dépendance psychologique, on la voyait partout dans tous les grands événements politiques. Prenez les vœux présidentiels de 2027, par exemple. Jusqu'à la dernière minute, Macron consultait Le Cornu. Un conseiller a fini par lâcher le morceau. Le discours a été relu et corrigé par Matignon. Emmanuel n'ose plus s'exprimer publiquement sans l'aval de Sébastien. Mais au fond, qu'est-ce que cette situation ubuesque révélait vraiment? Rien de moins que la nature même du pouvoir sous la République était remise en question. Imaginez un instant un président élu au suffrage universel, devenu littéralement l'otage de son propre premier ministre nommé. Du jamais vu. L'historien Jean Garrigues ne mâchait pas ses mots, c'est une première dans l'histoire républicaine. Jamais un président n'avait été à ce point dominé par son premier ministre. Et croyez-moi, cette domination ne s'arrêtait pas aux grandes décisions politiques. Non, elle descendait jusque dans les détails les plus prosaïques du quotidien élyséen. Les invités des dîners de l'Élysée choisis par Le Cornu. L'agenda présidentiel validé par Le Cornu. Les déplacements officiels supervisés par Le Cornu. Un huissier de l'Élysée le confiait presque résigné. Sébastien contrôle tout. Même les menus des repas officiels doivent passer par Matignon. Vous avez bien entendu les menus. Cette microgestion en disait long, infiniment long sur l'ampleur de l'emprise lecornienne sur l'appareil présidentiel. Plus rien, absolument plus rien n'échappait au premier ministre. Dans les coulisses de l'Élysée, une véritable onde de choc traversait le cercle rapproché du président. Alexis Kohler, Ismaël Emélien Sibeth Ndiaye, ces fidèles de la première heure assistaient impuissants à l'effondrement de leur champion. Emmanuel n'est plus le même, murmurait l'un d'entre eux. Cette humiliation l'a brisé. Il doute de tout, même de ses plus proches collaborateurs. Et c'est précisément là que résidait le drame. Cette crise de confiance généralisée paralysait désormais toute l'action présidentielle.
Là où autrefois Macron tranchait, il hésitait. Là où il fonçait, il tergiversait. Les décisions difficiles sans cesse repoussées. Le président qui fonçait tête baissée est devenu quelqu'un qui réfléchit trop, observait amèrement un ministre. Et le paradoxe est cruel, cette prudence nouvelle, loin de le servir, le condamnait. Car pendant que Macron hésitait, le cornu lui tranchait. Voilà toute la différence, un tempo de monde. Cette asymétrie ne faisait que renforcer jour après jour l'autorité du Premier ministre. Sébastien a compris que la politique, c'est l'art de la décision rapide, confiait l'un de ses conseillers. Pendant que l'Élysée réfléchit, Matignon agit. Et cette philosophie de l'action immédiate directe sans détour séduisait des Français lassés, épuisés par des années d'indécision gouvernementale. Et là, les chiffres tombent, mes amis, et ils sont sans appel. Un sondage révèle une réalité brutale pour l'Élysée. 67% des Français accordent davantage leur confiance à Lecornu qu'à Macron pour prendre rapidement les bonnes décisions. Du jamais vu. Une inversion totale de la popularité entre le président et son premier ministre confirmée noir sur blanc par ces chiffres catastrophiques. C'est historique, lâche un sondeur encore sous le choc. Jamais un premier ministre n'avait été aussi populaire au détriment de son président. Et forcément, vous vous en doutez, cette popularité fulgurante de Lecornu commence à alimenter toutes les spéculations sur la suite. Beaucoup le voient déjà comme le futur candidat naturel de la majorité présidentielle pour 2027. Et même si Emmanuel se représente, il aura du mal à justifier sa candidature face à Sébastien. Voilà la phrase qui résonne dans les couloirs du pouvoir. Une perspective qui, à l'Élysée, sème littéralement la terreur. Car imaginez la scène être remplacée par celui-là même qui vous a dominé tout au long du quinquennat. L'humiliation suprême. Emmanuel redoute cette éventualité, confie un proche à voix basse. Il sait que Sébastien a tous les atouts pour lui succéder. Réduire un président à l'impuissance par son propre premier ministre, voilà ce que l'histoire retiendra de cette crise, l'une des plus significatives de la Ve République. Ces 24 heures ont changé la France, concluait un historien politique. Le moment où un président découvre qu'il n'est rien sans son premier ministre et où ce dernier comprend qu'il peut tout obtenir en sachant dire non au bon moment. Car le bilan lui était sans appel, Emmanuel Macron avait perdu toute autorité réelle. Sébastien Lecornu gouvernait en maître absolu et la Ve République vivait une expérience institutionnelle inédite. Elles ont montré qu'un président pouvait être réduit à l'impuissance par son propre Premier ministre, ajoutait ce même historien. Et il faut dire que ces atouts étaient indéniables: popularité, expérience gouvernementale, réseau politique et surtout image d'efficacité. Une analyse partagée par de nombreux observateurs, qui révélait l'ampleur du renversement politique opéré en quelques mois après cette crise historique. Lecornu incarne la compétence face à l'amateurisme macronien, résumait un politologue. Si l'élection présidentielle avait lieu demain, il serait largement favori. 24 heures, mes amis, c'est tout ce qu'il aura fallu pour que les rôles s'inversent à jamais. Réfléchissez bien à ce que je vais vous dire. Emmanuel Macron, lui, il avait voulu gouverner seul. Et au final, il s'était retrouvé gouverné par un autre. Sébastien Lecornu, il avait simplement accepté de servir. Et voilà qu'il finissait par régner. Une véritable leçon politique magistrale. Et croyez-moi, celle-là, elle restera gravée dans les mémoires. Parce qu'au fond, en démocratie, le pouvoir n'appartient pas forcément à celui qui est élu pour l'exercer. Non, il appartient à celui qui sait le prendre. Point final. Mais attendez, l'histoire ne s'arrêtait absolument pas là. Tenez-vous bien, 2 ans plus tard, de nouveaux éléments allaient venir éclairer tout cet épisode sous un jour complètement différent. Nous sommes en mars 2028 et là, bombe absolue, un ancien conseiller de Matignon publie un livre intitulé « Dans l'ombre du pouvoir ». Et ce qu'il révèle dedans, la démission de Lecornu avait été orchestrée. La démission n'était pas spontanée, écrit noir sur blanc Jean-Baptiste Moreau. Elle avait été préparée pour tester la dépendance de Macron et renforcer notre position. Vous imaginez la portée de cette révélation, un véritable effet de bombe. Et c'est là, mes amis, que tout bascule. Imaginez la scène, les enquêteurs mettent la main sur des enregistrements et ce qu'on y entend, franchement, ça glace le sang. Lecornu en personne qui lâche cette phrase terrible « Emmanuel est faible psychologiquement, si je le pousse à bout, il cédera sûrement ». Voilà, c'est dit. Et à partir de ce moment-là, le Premier ministre finit politiquement parlant.
L'opinion publique, elle comprend enfin à qui elle a affaire, un manipulateur cynique, quelqu'un qui n'a pas hésité une seule seconde à instrumentaliser les institutions de la République pour servir ses petits intérêts personnels. Résultat des courses, la popularité de Lecornu s'effondre moins 15 points dans les sondages, vous vous rendez compte, pendant que Macron lui récupère un véritable capital de compassion auprès des Français. Et puis arrive mai 2028, une confrontation orageuse à l'Élysée, on aurait adoré être une mouche au plafond ce jour-là, et Lecornu, acculé, finit par démissionner pour de bon son successeur Gabriel Attal. Le symbole, vous l'aurez compris, du retour à la normale institutionnelle. L'ère de la manipulation, mes amis, était officiellement terminée. 3 années se sont écoulées depuis cette crise historique et aujourd'hui, le bilan reste pour le moins nuancé. Si Emmanuel Macron a effectivement récupéré son autorité présidentielle, l'épisode a laissé en lui des cicatrices profondes. Maintenant, Emmanuel se méfie de tout le monde, nous confiait un proche. Et d'ajouter, être trahi par ses plus proches collaborateurs, il l'a appris à ses dépens. Du côté de Sébastien Lecornu, le contraste est saisissant, disparition totale de la scène politique nationale. Réfugié dans sa Normandie natale, il fuit désormais les médias avec un soin méticuleux. Un observateur le résumait ainsi: « Le prix fort de ces manipulations, Sébastien le paie aujourd'hui. Sa crédibilité politique envolée. » Cette affaire, retenez-le bien, deviendra un véritable cas d'école, celui de la manipulation politique poussée jusqu'à son paroxysme. Car ce qu'elle illustre est fascinant, comment par la seule ruse un homme peut s'emparer du contrôle d'un État, mais aussi comment cette même ruse finit inévitablement par se retourner contre son auteur. La leçon, elle est limpide en démocratie, la manipulation peut triompher temporairement. Mais la vérité toujours finit par s'imposer. Et lorsqu'elle s'impose, rien ne lui résiste. Elle balaie tout sur son passage. Voilà pourquoi l'affaire Lecornu-Macron entrera dans les annales politiques comme l'illustration parfaite de cette règle immuable de la démocratie.